Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde, dernière de la matinée ici au Salon des Maires, mais on se retrouve cet après-midi pour encore de nombreux sujets. Aujourd'hui, on parle de mobilité. On va parler des nouveaux enjeux de la mobilité en Île-de-France. Alors l'Île-de-France et Paris, je pense qu'on le sait à peu près tous, ça devient assez compliqué de circuler dans Paris pour les professionnels. Cette table ronde, elle aura justement pour objectif d'évoquer les difficultés actuelles de circulation pour les professionnels en Île-de-France, confrontés aux restrictions sur le périphérique, aux zones à faibles émissions, aux zones à trafic limité ou encore aux difficultés de stationnement à Paris. Nous irons encore plus loin avec nos invités en cherchant à identifier des solutions très concrètes pour accompagner les professionnels dans tous leurs besoins de mobilité. Alors, 4 personnes aujourd'hui à mes côtés. Vincent Jeanbrun, député Val-de-Marne. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également Anthony Hadji-Panayotou, président de l'UDP Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Genestier, conseiller délégué à la logistique métropolitaine au sein de la métropole du Grand Paris et maire du Raincy. Bonjour. Bonjour. Et également Pascal Barillon, président adjoint syndicat de la boulangerie du Grand Paris, CGAD Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec Anthony Hadji-Panayotou. Lorsque l'on parle de mobilité, quels sont les défis rencontrés par les entreprises de proximité, puisqu'on est au sein de l'UDP, on s'intéresse aux entreprises de proximité? Alors, les défis. Ça fait déjà plusieurs années qu'on relève tous les défis qu'on nous impose avec les ZFE. Et là, je suis de plus en plus inquiet pour nos entreprises de proximité, justement, à cause de la mobilité. On voit des boutiques historiques qui ferment leurs portes sur des grands boulevards. Une chose qui n'existait pas il y a quand même plusieurs années. La baisse du chiffre d'affaires pour beaucoup d'entreprises. Des entreprises en plus reconnues qui ont pignon sur rue tous les jours avec des salariés. Et pour ceux qui prennent leur voiture, qui sont obligés de prendre leur voiture, qui font du dépannage toute la journée, au lieu d'en faire un certain nombre où ça restait possible, maintenant on se rend compte qu'on fait 2 fois moins de dépannage. Donc le résultat, où les entreprises vont quitter définitivement Paris et l'Île-de-France, ou alors les prix vont augmenter et qui est-ce qui va payer? Ce sera malheureusement le particulier, sans que nous voulions spécialement en arriver là. Merci pour cette introduction sur ces défis. Jean-Michel Genestier, la métropole du Grand Paris a pour mission d'instaurer une zone à faible émission au plus tard au 1er janvier 2025 et donc vous préparez activement ce passage au critère 3. Je vais vous laisser nous présenter ces actions et peut-être nous parler également des réticences attendues sur ces actions. Oui, il faut rappeler quand même que c'est la loi Résilience et Climat qui a instauré la zone à faible émission et qui a donné comme mission à la métropole du Grand Paris de mettre en place cet élément extrêmement important qui vient du fait que nos populations, à la fois dans la métropole du Grand Paris, dans l'Île-de-France au sens large du terme, sont touchées par des maladies cardio-respiratoires et qu'il faut diminuer l'impact de ces éléments. Et il faut en même temps, comme ça a été indiqué par Anthony à l'instant, se soucier de l'activité économique des artisans et des commerçants. C'est la raison pour laquelle les critères 5, donc les véhicules extrêmement polluants, sur le papier, n'ont plus le droit d'intégrer la zone à faible émission qui est à l'intérieur de la 86. C'est 5,6 millions d'habitants qui sont concernés, la métropole constituant 7,2 millions d'habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille du 1er janvier 2025 où les critères 3 n'auront plus la possibilité d'intégrer cette zone à faible émission. Donc le travail de la métropole du Grand Paris, c'est évidemment de rencontrer l'ensemble des acteurs et de faire qu'ils continuent à travailler. Et donc des dérogations, et elles sont nombreuses aujourd'hui, qui sont prévues. Et l'étude que nous avons menée auprès des artisans, des commerçants de la métropole du Grand Paris vise, à travers notamment les rencontres avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Île-de-France, à déterminer probablement plus de dérogations sur un nombre de jours plus important qu'il était prévu à l'origine pour que le travail puisse se faire. Ça, c'est non pas une adaptation de la loi, puisque la loi s'applique à tout le monde, on doit l'appliquer puisque le faiseur, c'est la métropole du Grand Paris, et donc on doit aussi regarder quel est l'intérêt des acteurs économiques pour que ceux qui font vivre nos populations, les métropolitains, les franciliens, soient toujours en activité et qu'ils soient
ménagés dans leur travail. Une réaction peut-être sur ce qui vient d'être dit. Qui veut prendre la parole? La métropole, effectivement, est-ce que Alors on vous entend pas vraiment, peut-être qu'on va... Oui, vous pouvez donner votre micro, ce serait Merci. parfait. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'effectivement, là, il y a un enjeu, c'est celui de respecter la loi. Ce n'est pas la métropole qui a décidé de l'appliquer, mais elle a l'obligation de le faire. Oui. Mais on doit le faire en respectant ceux qui travaillent et ceux qui créent de la richesse au quotidien. Ça me paraît fondamental. Il y a l'enjeu de la dérogation qui a été évoqué. Il y a aussi probablement l'enjeu d'un certain nombre d'aides pour aider les artisans, les commerçants et les particuliers à changer leurs véhicules parce qu'ils auront toujours besoin de se déplacer demain. Et ça me paraît fondamental d'avoir peut-être à différentes échelles, la région Île-de-France, la métropole, d'autres acteurs, des moyens au niveau de nos politiques publiques d'accompagner la transition des véhicules. Parce que le sujet, ce n'est pas la voiture, c'est la voiture polluante. Et effectivement, on ne peut pas négliger cet impact sur la vie et la santé des gens, mais on ne peut pas non plus dire demain à nos commerçants qui ont déjà tellement de mal et qui arrivent à peine à se relever après les années Covid, qu'il faut maintenant tout arrêter. Bien sûr. Alors Pascal Barillon, la CGAD travaille justement sur des dérogations pour aider les petites entreprises à pouvoir circuler au sein de Paris. Comment ça se passe concrètement? Il y a un travail qui est énorme qui est fait justement avec la métropole du Grand Paris via le programme Interlude. C'est vrai que, aussi bien avec Anthony, on se retrouve régulièrement justement pour travailler sur ces dérogations pour certains métiers qui sont différents les uns des autres. Après, on a travaillé énormément justement sur la simplification pour les aides, parce que justement c'est important d'avoir des aides. Après, la complexité pour un chef d'entreprise, c'est de la visibilité. Il veut voir une vision à long terme. Et les aides, donc on voit qu'il y a des aides de la ville, il y a des aides de la région, il y a des aides de l'État, et on aimerait bien avoir un guichet unique et que ça soit plus simple pour le chef d'entreprise d'aller rechercher là et là pour arriver à avoir une aide pour son entreprise, de la souplesse aussi par rapport à son parc auto, parce que des fois, il a plusieurs véhicules. Personne ne conteste la volonté de changer ses véhicules, mais des fois, c'est la durée, parce que justement, on ne peut pas changer d'un seul coup, du jour au lendemain, tout son parc auto. Aussi, la disponibilité des constructeurs, parce que tout le monde n'a pas les véhicules qui sont disponibles en temps voulu. Justement, on l'a vu avec les dérogations. Justement, on peut avoir le véhicule que fin 2025. Entre-temps, il faudra avoir une dérogation l'instant de le recevoir, mais ne pas se justifier, demander encore une dérogation l'instant dont les deux, le fait d'avoir une inscription, enfin une commande de véhicule, on est en attente d'eux, mais on n'a pas, à se justifier à chaque fois. Le chef d'entreprise, il a d'autres sujets à fouetter. Après, on a évoqué j'en profite, la ZTL, c'est vrai qu'il se trouve dans Paris. Ça amène aussi de la complexité, surtout pour nos entreprises qui sont dans le dépannage. On peut intervenir à tel endroit, mais s'il n'intervient pas à tel endroit qui va de l'autre côté de la ZTL, il est obligé de contourner soit à gauche ou à droite. Du coup, ça rallonge le temps pour aller faire le dépannage, et ça c'est vrai que c'est compliqué. Après, sur les places de stationnement, moi c'est un sujet que j'ai évoqué il y a très longtemps. On a beaucoup de places de stationnement à Paris, il doit en être créé d'autres, mais pour les entreprises de dépannage ou même les agencements de magasins, d'une boucherie, un truc comme ça qui demande des fois très peu de temps d'intervention, on ne peut pas rester sur les zones de livraison. Il faut arriver sur une livraison, on dépose notre matériel et il faut aller se regarer plus loin. Mais des fois, plus loin, il n'y a rien autour. Et du coup, ça devient très complexe. À chaque fois, il manque ceci. Il faut retourner à chaque fois au véhicule. Et là, je pense qu'on pourrait trouver, en travaillant sur le sujet, un moyen de pouvoir rester à temps réduit sur la zone de livraison, moyennant finance. Malgré tout, ce n'est pas évoquer le sujet, mais pour certains moments de dépannage, ça simplifierait, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui veulent peut venir dépanner à Paris, ou alors ils mettent un coût énorme parce que c'est très compliqué. Jean-Michel Genestier, que pouvez-vous répondre à ça? Pour dire que la métropole a mené des expérimentations, et vous en connaissez certaines, notamment sur les aires de livraison. Donc il y a un travail de réaliser à la fois par les commerçants, pour les commerçants, avec les polices municipales et avec des caméras vidéo qui permettent spécifiquement d'avoir un turnover des utilisations de ces aires de livraison. Et puis on a une série d'expérimentations qui doivent permettre dans les prochains mois et dans les prochaines années d'être mises en place sur la métropole et même au-delà, puisque la métropole de Lyon s'intéresse aussi à ces sujets et les développe, pour que les boulangers, mais aussi tous les commerçants, les artisans, puissent vraiment avoir une solution aussi de stationnement. Mais je reviendrai quand même sur l'accessibilité.
des commerçants et des artisans, puisque ce sont eux qui sont concernés en particulier, c'est leur métier, c'est leur cœur de vie, et ils font vivre nos habitants, eh bien, nous travaillons aussi à ces éléments qui font que plusieurs entités aujourd'hui politiques de gestion apportent des subventions, et il faut simplifier la vie du plombier, de l'électricien, du boulanger, pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'accéder à ce type de véhicule. C'est ce sur quoi nous travaillons. Parfait. Et j'indiquerai aussi un autre élément. Nous avons fait une étude auprès de plus de 4000 artisans et commerçants sur la métropole, en disant mais si l'électrique était à disposition pour tout type de véhicule, si demain c'était le cas, quel serait votre comportement? Est-ce que ça sera un branchement chez vous ou sur la voie publique? Vous voyez tout de suite la question, c'est il faut que les autorités publiques puissent réagir. 60% des acteurs économiques de ce niveau-là souhaitent se brancher sur la voie publique. Ce qui veut dire que dans le cadre de Métropolis, qui est une activité de la métropole, nous sommes en train d'étendre le nombre de bornes électriques sur la voie publique avec d'autres comme des syndicats intercommunaux, évidemment. Parfait. Vincent Jeanbrun, j'aimerais qu'on parle de la proposition de loi que vous avez faite. Vous êtes l'auteur d'une proposition de loi portant sur le transfert de la compétence du boulevard périphérique parisien à la région Île-de-France, qui vise à confier la gestion du périphérique à Île-de-France Mobilité et non plus à la mairie de Paris. Expliquez-nous cette proposition de loi. Quels sont les objectifs, les enjeux? L'objectif, il est simple, c'est de rendre le... Changement de micro, sans transition. Je vais croire à la censure, c'est terrible. Vous n'êtes pas censuré, c'est à vous. L'objectif de la proposition de loi, il est très clair, c'est rendre le périphérique aux franciliens, c'est-à-dire à l'ensemble de ses usagers, et de transférer la compétence qui est uniquement aujourd'hui allouée à la mairie de Paris, à l'ensemble des acteurs de l'Île-de-France, à travers une structure qui fonctionne déjà, qui gère tout le réseau de transport en commun, Île-de-France Mobilité, dans lequel vous avez la région Île-de-France, les 8 départements de la région Île-de-France, donc y compris la ville de Paris bien sûr, il ne s'agit pas de les mettre en dehors du jeu, mais également la Seine-Saint-Denis, également le Val-de-Marne, et surtout dans Île-de-France Mobilité sont représentés les patrons et les usagers, notamment les salariés. Ce qui fait que demain, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire d'un axe majeur, eh bien on prend la décision à la bonne échelle. Il faut savoir que le périphérique aujourd'hui, il est utilisé très peu par les Parisiens et très majoritairement par les Franciliens et notamment en dehors de Paris. C'est le plus grand axe aujourd'hui de France et faire en sorte qu'une mairie seule prenne des décisions dessus, c'est terrible parce qu'ils le font sans écouter l'avis des entreprises, sans écouter l'avis des usagers. Et je rajouterai 2 éléments très rapidement. Le premier, c'est qu'ils sont évoqués des enjeux de pollution et de réduction du bruit. Or, l'impact est quasiment nul quand vous passez de 70 à 50. Par contre, l'impact, il est très important pour des commerçants et des artisans qui prennent le périphérique quand il n'est pas bouché. C'est-à-dire très tôt le matin, très tard le soir. Moi, je suis député de la circonscription dans laquelle vous avez le marché de Rungis, par exemple. Vous avez des personnes qui travaillent la nuit et à qui on a dit le périph' est vide, mais vous allez baisser de 20 km/h votre circulation dessus, sans jamais avoir été consulté, sans avoir mesuré l'impact. Donc on dit demain, il ne s'agit même pas de savoir s'il faut remettre le périph' à 70, c'est dire posons la question aux usagers de ce périphérique et arrêtons de décider dans leur dos tout seul. Voilà l'esprit de la proposition de loi. Je rajouterai pour conclure, j'ai fait une pétition pour soutenir cette proposition de loi. On est 24 parlementaires à l'avoir signée, mais on est plus de 27 000 à avoir signé la pétition. Et donc j'invite ceux qui nous écoutent à signer « Rendons le périphérique aux franciliens ». C'est le nom de la pétition. Merci. Le message est passé. Merci Vincent Jeanbrun. Une réaction peut-être autour de la table sur cette proposition de loi? Oui. Juste un petit renseignement. La qualité de l'air en Île-de-France n'a jamais été aussi bonne. Donc tout le travail qui a été fait, on commence à en voir les résultats. C'est bien que vous parliez de Rungis parce que je pense à tous ces gens-là qui travaillent la nuit en dehors des réseaux sans transport en commun, parce qu'ils n'ont pas de transport en commun. Il va falloir qu'ils se trouvent de l'argent aussi pour acheter une voiture. Ça ne va pas être aussi simple pour eux de pouvoir circuler. Et on voit bien ce qui se passe avec nos constructeurs automobiles. Les voitures électriques, c'est une chute. On n'en construit plus quasiment en ce moment. Surtout des voitures utilitaires pour nos entreprises. Donc voilà, je pense que si on nous écoutait, s'il y avait du dialogue, je remercie d'ailleurs M. Genestier et la communauté de communes, parce qu'on a toujours pu échanger et trouver des solutions pour pouvoir continuer à travailler. Donc voilà.
Pascal Barillon, oui, peut-être un mot sur, Non, tout à sur, fait, sur aussi les aides aux TPE. Ça que je voulais vous demander aussi, c'est que les TPE ne sont pas forcément au courant des aides et il faut les accompagner, il faut vraiment leur dire. On a fait tout un atelier justement sur les aides qui sont à disposition des entreprises via les véhicules, parce qu'il y a tout un panel de véhicules totalement différents. Donc les aides sont automatiquement différentes suivant le type de véhicule que vous choisissez. Mais on aimerait bien justement qu'il y ait ce guichet unique pour simplifier, on veut toujours simplifier la vie des entreprises justement, parce que ce n'est pas leur cœur de métier, ils préfèrent passer leur temps ailleurs que d'aller chercher toutes les aides. Et puis j'en profite toujours, on pourrait lancer aussi un débat sur, notamment pour nous Paris, mais c'est pareil pour ailleurs, parce qu'on est toujours à la recherche des places, mais le week-end on a de nombreuses places qui sont disponibles, qui sont les transports de fonds. Et là, c'est des places qui sont perdues les week-ends parce qu'il n'y a pas de transport de fonds. Et quand les touristes viennent, peu importe l'endroit, ils se font les premiers verbalisés. Et là, je pense qu'il y a une piste de réflexion. Je sais que c'est peut-être un sujet tabou, mais il y a matière à réflexion. Alors là-dessus, vraiment, enfin moi l'exemple de ma commune, effectivement, j'ai constaté que et j'ai beaucoup de banques, j'ai une quinzaine de banques sur une ville modeste de 15 000 habitants, et donc ça prend énormément de place. Donc on ne peut pas savoir à quelle heure, évidemment, le transport de fonds va arriver. Mais moi, ce que j'ai demandé aux banques, c'est qu'ils puissent sanctuariser ces secteurs-là uniquement par demi-journée. Et donc, certaines banques, c'est le matin, d'autres banques, c'est l'après-midi. Eh bien, inversement, le reste du temps est libéré pour le stationnement des commerçants et des clients. Ça limite en fait l'espace qui est sanctuarisé pour les banques. Et ça, c'est vraiment un sujet intéressant. Ah oui. Mais je reviendrai moi sur le sujet de la ZFE parce qu'on risque d'inquiéter tout le monde. C'est la loi, comme le disait monsieur le député Vincent Jeanbrun, elle s'applique à tout le monde. Elle va s'appliquer au 1er janvier. Mais ça ne veut pas dire que des véhicules ne pourront pas, puisqu'il y aura des dérogations. Il y aura des dérogations, et puis, voilà, le contrôle sanction automatisé, c'est-à-dire la capacité en fait, des autorités à pouvoir sanctionner en permanence, ne va pas se mettre en place tout de suite, puisque la préfecture de police l'a déjà indiqué. Et disons-le, lorsqu'il y aura des pics de pollution, là il faudra effectivement respecter de façon très stricte cette règle. Et puis il ne faudra pas non plus avoir de contravention, parce que quand on aura une contravention, il y aura aussi ce contrôle-là. Voilà. Mais voilà, donc c'est quand même limité aujourd'hui. Donc ne faisons pas peur à tous les acteurs économiques et à notre population, mais indiquons en même temps que même si la qualité de l'air n'a jamais été aussi bonne depuis au moins une quarantaine d'années, on n'y est pas encore. Et il y a encore beaucoup de gens qui meurent du travail à faire à cause de problèmes cardiovasculaires liés à la qualité de l'air. Non, mais il faut effectivement faire des choses sur la transition énergétique. On est tous d'accord, je pense, sur le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir accompagner et ne pas empêcher de travailler les acteurs de proximité. Ça a été notre sujet de débat aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été autour de la table pour parler de tout cela avec moi, avec nous, d'avoir partagé. J'espère que vous avez eu des informations très précises sur ce sujet. Je vous retrouve très prochainement au cours de la journée pour de prochains sujets, de prochaines tables rondes avec encore de nombreux invités. Merci beaucoup, toujours en direct sur le Salon des maires. Merci. Merci.